Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. On va avoir un outil très important dans la conception d'esprit intégré. Donc, un outil qu'on appelle PAO, conception assistée par ordinateur. On va voir un langage. On va parler de, de de, de cet outil, qui est un langage un peu spécial. C'est pas comme les langages qu'on connaît comme le Java et le C ou le Python. C'est un langage de description de matériel. C'est pas un langage de, pour développer des logiciels ou des applications normales. C'est un langage, on l'appelle de description de matériel pour la construction des circuits intégrés. En fait, il y en a deux fameux langages, il y en a plus, mais le VHDL et le Verilog sont euh, un peu utilisés depuis les années 60, 70, depuis le début et jusqu'à maintenant. Je vais me concentrer sur le langage VHD. Mais on va parler la prochaine fois du Verilog. Donc c'est pourquoi j'ai divisé le chapitre en deux parties. Parce que on peut pas apprendre un langage en une seule séance. Un langage de programmation pour être bien compris, à part qu'on connaît le syntaxe et tout ça, on doit comprendre la logique de ce langage et aussi euh, il y en a des outils de simulation, la pratique. Donc la pratique, pour bien comprendre un langage, il faut faire de la pratique. Je vous conseille après de faire des exercices et d'apprendre parce que il ne suffit pas d'apprendre le syntaxe pour bien comprendre un langage, il faut bien faire plusieurs exercices. Donc on va voir bien sûr des exemples, mais je vous invite de faire d'autres exercices euh, pour bien comprendre euh, ce concept qui est un concept un peu différent de ce qu'on connaît déjà de langage de programmation. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de comprendre les bases du VHDL, c'est-à-dire acquérir une compréhension approfondie des concepts fondamentaux du VHDL, y compris la syntaxe. Bien sûr, n'importe quel langage de programmation a sa propre syntaxe. Il faut bien assimiler la syntaxe, les types de données, bien sûr. Aussi, chaque langage de programmation a ses propres types de données. Et ce langage est un peu spécial parce que c'est un langage de description de matériel. Donc, il y en a d'autres types qu'on ne connaît pas, d'autres types de données différents de ce qu'on connaît déjà pour d'autres types de langage, euh, de données, bien sûr, pour d'autres types de données, donc d'autres types de langage. Donc, les opérateurs, bien évidemment, les structures de contrôle et la modélisation des entités. Aussi, il faut être capable de comprendre la conception des circuits numériques, comment concevoir des circuits numériques en utilisant des descriptions matérielles. Cela comprend la modélisation des composants tels que les registres, les portes logiques, les multiplexeurs, euh, les, euh, les compteurs, etc. Donc, bien sûr, de comprendre de plus en plus la conception et le but de
de tout ce qui est circuit numérique. Donc, chaque chapitre, on avance sur les étapes de la fabrication du circuit numérique. Donc, à chaque étape, on approfondit sur la compréhension de tout ce qui est circuit numérique. Avant de commencer de parler sur le langage UHDL, on doit comprendre le cadre de ce langage, le cadre de la microélectronique et de nano-électronique. On parle aujourd'hui de nanoélectronique, donc un peu d'historique aussi. Donc, il faut comprendre tout le cadre de ce concept. Donc, pourquoi microélectronique et aujourd'hui nanoélectronique? Donc, nano, c'est-à-dire du micro, c'est-à-dire l'échelle très petite du circuit, et aussi le nano est de plus en plus petit. Donc, les circuits deviennent même invisibles à l'œil nu. Des, des, des chips, c'est-à-dire des circuits, des puces qu'on peut les greffer à l'intérieur du corps humain. Donc, c'est de là les nano-électroniques. Donc, aujourd'hui, la microélectronique touche tous les domaines, tous les domaines, l'automobile, l'aviation, domotique, la télécommunication, la santé, etc. Donc, la microélectronique est une technique dite fluide, qui connaît ses propres développements scientifiques et technologiques, et dont les implications permettent des progrès conséquents dans d'autres branches industrielles. Donc, la scalabilité technologique et sa vitesse est très rapide, euh, à un degré que Bill Gates, donc tout connaît Bill Gates, il a dit le fameux quote qu'il a dit if GM had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving $25 cars that got 1000 mille per gallon. C'est-à-dire si GM, General Motors, vous connaissez General Motors, la société de moteurs électriques, si GM avait suivi le rythme de la technologie comme l'industrie informatique, nous serons tous au volant de voitures à 25 $. Donc, tout connaît, l'informatique a commencé par un ordinateur de taille d'une maison. Et voilà, maintenant on parle de nanoélectronique. Donc, on a à peu près même pas 100 ans, même pas. Donc, la taille a diminué d'une façon très remarquable. Et même, c'est pas question de taille, aussi c'est question de technologie, et de progrès. Mais le progrès de voiture qui, euh, qui était apparu avant l'informatique, de plusieurs années. Mais le progrès n'est pas comme le progrès de l'informatique. Si le progrès de la mécanique était de la même vitesse que l'informatique, maintenant, mais on peut avoir une voiture de 25 $. Vous voyez, donc l'informatique a commencé avec des computers euh, très chers et maintenant tout le monde peut acheter un ordinateur. C'est pas la même chose. Donc le progrès de l'informatique est très rapide euh, et entre dans plusieurs domaines. Donc on retourne un peu dans l'histoire. Donc à peu près 120 ans des lois de Moore. On va voir c'est quoi les lois de Moore. Mais juste ici, je vous présente donc les différentes inventions
phare de la technologie. Donc, au début, c'était tout ce qu'on connaît de calcul était mécanique. Donc, les premières inventions de calcul étaient purement mécaniques. Donc, euh, euh, comme c'est pas comme les calculatrices, mais les premiers inventions étaient avec du bois, donc des choses qu'on peut faire pour aider à calculer. Pourquoi on appelle mécanique? Après l'invention des relais, donc c'est les premiers ordinateurs apparus avec les relais. Il était de taille très grande, donc taille d'une maison. Après l'invention de les tubes cathodiques, donc les ordinateurs deviennent de plus en plus petits, mais toujours grands. Mais la vraie révolution technologique et qui a marqué euh, une transition remarquable technologique est l'invention des transistors. Donc l'invention des transistors au début des années 50, à la fin des années 40, mais la vraie utilisation était au début des années 60. Donc avec l'invention des transistors, on peut euh, euh, voir des ordinateurs de taille petite, relativement petits par rapport au premier ordinateur. Donc, l'invention des transistors nous a transformé la vie euh, pratiquement dans tous les domaines. Bien sûr, l'invention des transistors aussi a passé par des phases et les transistors aussi, plusieurs types de transistors. Et après, un jour, on parle de circuits intégrés. Donc, l'apparition des circuits intégrés et les circuits deviennent de plus en plus miniatures. Donc, d'une façon, on parle de nanotechnologie. Donc, à peu près 100 ans, on avait des ordinateurs de taille d'une maison et maintenant on parle de taille du nano. Donc, c'est pourquoi on dit que la vitesse de l'informatique est très très rapide et bien sûr aussi de plus en plus que devient rapide, de plus en plus que devient sophistiqué, euh, les performances deviennent plus grandes et le coût est petit. Donc c'est ça les lois de Moore. Les lois de Moore que le nombre de transistors par chip se multiplie et la taille devient de plus en plus petite. Donc en 120 ans, on a un grand changement dans l'histoire de tout ce qui est de toutes les inventions vécues à travers l'histoire. Donc ces euh, derniers siècles, on a vécu une vraie transformation technologique grâce à l'invention des transistors. On retourne un peu aux transistors. Donc, en 1947, c'est l'invention du premier transistor bipolaire par Bardeen et Brattain et Stockey. Après, en 1959, le premier circuit intégré monolitique. Donc, on voit très bien ici les premiers euh, inventions de transistors et les premiers, donc, avec l'apparition des transistors, est apparue l'apparition des produits, des premiers circuits intégrés et des processeurs, comme ici le 486, le fameux 486 qui nous a transformé les ordinateurs aussi. Donc, j'ai vécu ces transformations technologiques. Donc, j'étais
au lycée. Donc, je me rappelle très bien l'apparition des premiers ordinateurs, donc que tout le monde peut l'utiliser. C'est pas comme avant. Les ordinateurs étaient seulement pour des raisons, par exemple, dans des banques ou dans des, des emplacements très critiques, mais avec l'apparition de 486, on peut voir les ordinateurs dans les établissements scolaires, donc dans les différents types de compagnies. Donc, à cette étape, donc, il y en a aussi une transformation aussi, et le coût devient de plus en plus. Et je me rappelle très bien aussi de Pentium 3, Pentium 4, et de tout ça, et qui devient aussi obsolète en nos jours, mais euh, ces processeurs ont marqué une grande chose dans l'histoire des processeurs. Donc après, bien sûr, de nos jours, on parle de Core i7, de Spark, etc. Les technologies maintenant sont très très développées. Mais ces technologies, comment elles devraient rester le nombre de transistors per chip, c'est-à-dire par puce, par carte. Donc, comment les processeurs deviennent de plus en plus performants, c'est grâce au nombre de transistors dans ces chips. Donc, la loi de Moore, c'est que les dimensions par un facteur 2 chaque 3 ans. Donc, on double les dimensions de chiffre chaque 3 ans par 2 et le nombre de transistors se double chaque 1 ou 2 années. Donc, c'est ça la loi de Moore. Il y en a multiplication du nombre de transistors. Donc, les premiers circuits intégrés ici, ce qu'on appelle les NMOS, les composants CMOS, sont proposés en 1963. Donc, c'est ça. Donc, les premiers, bien sûr, mais donc euh, tous aussi ont donné une remarquable euh, invention dans l'histoire. Donc, la loi de Moore est une loi qu'on utilise jusqu'à nos jours, donc pour la construction des circuits dans les cartes. Donc, le domaine d'application, on a déjà parlé, les circuits intégrés rentrent dans la composition de tous les appareils électroniques et dans tous les calculateurs. Ils sont à la base de l'industrie électronique dans le monde. Ils sont largement utilisés aussi bien en circuit linéaire qu'en circuit et systèmes digitaux. Donc euh, on peut trouver partout dans l'industrie, dans la santé, les domotique, tout ce qui est domotique et agricole, agriculture, dans l'éducation, euh, partout. On utilise des circuits intégrés. Dans la télécommunication, on peut pas vivre maintenant en circuit intégré, euh, en circuit embarqué, en électronique. Donc, la vie est devenue de plus en plus liée à la digitalisation des choses. Donc c'est très important de bien comprendre le fonctionnement des circuits et les numériques pour que on puisse optimiser, on puisse euh, améliorer les performances. Toujours notre but est d'améliorer les performances. Donc, parce que tellement il y en a un besoin de quantité de données, Internet, dans, partout dans votre ordinateur. Donc, le besoin est devenu de plus en plus grand pour une meilleure performance. Donc, pour une meilleure performance, on doit comprendre comment ça se fait.
fonctionne pour bien améliorer en tant qu'on est informaticien. Donc, un circuit intégré est un circuit électronique composé de transistors. Non, de transistors, il y a aussi des résistors, de diodes et de condensateurs. Le tout faisant partie d'un seul bloc de semi-conducteurs comme ceci. Donc, c'est un semi-conducteur. Le premier circuit intégré inventé en 1958 comportait deux transistors diffusés dans un bloc de germanium. Donc, on parle aujourd'hui du sélénium. Donc, la technologie juste change, mais le même principe. Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des circuits intégrés tels que mémoire, par exemple, ou processeur, ou circuits configurables, comme le ASIC, ASIC, c'est-à-dire Application Specific Integrated Circuit, qui comporte plus d'un million de transistors. Vous voyez, on a commencé avec deux transistors dans un seul bloc. On parle aujourd'hui de millions de transistors dans un même bloc. Vous voyez la loi de Moore dans les circuits intégrés. Donc, un petit bloc, vous allez trouver dedans des milliers de transistors. Ça, le circuit intégré qui compose votre, par exemple, votre mémoire dans un ordinateur, processeur, tout ce qui est intégré dans vos calculateurs ou votre ordinateur. Donc, on parle de SoC, SoC, c'est-à-dire System on Chip, c'est-à-dire tout ce qui est en chip, c'est-à-dire chip, c'est-à-dire puce, donc aux cartes chip, ce bloc qu'on trouve dans les circuits. Donc, dedans, dans ce bloc ou dans ce chip, on peut trouver des DSP, des composants, des circuits intégrés comme DSP, les RAM par exemple, FPGA. Donc, tout ceci, on l'appelle stock ou system on chip. Donc, vous voyez la scaling down, c'est-à-dire l'échelle de votre chip devient très petit. Donc, la taille était par exemple à l'échelle 0,6 micromètres et après 0,35, après ça devient 0,18. Donc, de plus en plus petit. Donc, de plus en plus, le nombre de transistors devient important et la taille de SoC devient petite. Donc, voici un flot de conception de circuits intégrés. Donc, bien sûr, après la conception et de notre système, suivant le cahier de charge, le graphe orienté qu'on a fait et tout ça, on aura un codage. Donc, après, le développeur va faire le codage avec, par exemple, le langage VHDL. Après le codage, il y en a la synthèse, donc la construction de circuits. On aura un routage et placement sur, par exemple, un circuit de FPGA. Génération de bitstream, donc les tests et tout ça. La génération de code sur la carte. Et après, la configuration. Donc, ceci est la configuration du FPGA après la fabrication. Donc, vous voyez, la construction des circuits intégrés passe par plusieurs étapes. Chaque étape est très importante donc, pour bien donner une performance optimale. Donc, on va commencer donc, par la réalisation du système numérique. Donc, tout système numérique peut se décrire par des équations booléennes, comme on a vu déjà dans le chapitre précédent, qui seront transformées physiquement par des portes et des bascules. Exemple, par exemple, un comparateur indique, on a deux variables, deux entrées A et B, donc double 0, double 1, 0, 1, 0, 1. Donc, les sorties S1 et S supérieur et S égalité, c'est-à-dire. Donc,
on a TID 00, donc S inférieur 0 et S supérieur 0, et on a S égal est égal à 1, c'est parce qu'ils sont égaux. Donc, ce qui est activé, S est. Si on a 0, 1, donc, c'est-à-dire donc, on a S inférieur est activé parce que A est inférieur à B. Donc, si A supérieur à B, donc S supérieur et S sup est activé. Si on a un 1, on aura S est activé. Donc, les sorties, donc les équations de sortie S1, A bar B, S sup est activé, donc A B bar, et on a S segment, S égale S egg A plus B ou plus I bar. On a ici double possibilité où l'équation est égale à 1. Donc, c'est ça les équations qu'on a. Malgré les méthodes d'optimisation, cela devient vite irréalisable lorsqu'on dépasse la centaine d'équations logiques. Donc, pas le problème des équations booléennes. Donc, pour cela, on a recours à d'autres méthodes qui nous facilitent la conception. Donc, il y en a la méthode graphique, ce qu'on appelle la CAO, c'est-à-dire CAO, c'est l'abréviation de la conception assistée par ordinateur, qui permet de réaliser des schémas de systèmes numériques en utilisant des circuits prédéfinis dans des bibliothèques constructeurs. Donc, comme ici, c'est un circuit réalisé par un CAO dans des applications sur l'ordinateur qu'on peut construire des circuits prédéfinis. Donc, la densité, mais c'est un outil important et très pratique, mais aussi la densité des circuits numériques de nos jours rend l'utilisation de cette méthode longue et complexe. Pourquoi on a eu recours à d'autres méthodes comme les langages de description hardware ou on appelle aussi les langages de description matérielle. Donc, ces langages de description hardware permettent de faire une description fonctionnelle du système numérique. Donc ces langages diffèrent de langages qu'on connaît, par exemple le langage C. C'est un langage de matériel qui permet la description fonctionnelle du système numérique. C'est un outil de synthèse, traduira cette description en équation logique pour l'implémenter dans un circuit programmable. Donc, exemple, par exemple, comparateur invite, comme on l'a vu déjà. Donc, si A inférieur à B, alors S1 est égal à 1. Sinon, si A supérieur à B, alors S sup est égal à 1. Sinon, c'est-à-dire sinon les deux cas, on a S qui est égal à 1. Donc, ce langage nous traduira ce fonctionnement par ces fonctions logiques. Les langages de description les plus utilisés sont les langages ADL, Verilog et VHDL. Mais VHDL est le langage le plus réputé. Donc, on va voir aujourd'hui le VHDL. La prochaine fois, on va voir de façon résumée le Verilog. Donc, c'est ça. Donc, le but du langage de description du hardware. Donc, on va commencer de parler du langage VHDL. Donc, le VHDL, c'est l'abréviation, la lettre V, c'est l'abréviation Very High Speed Integrated Circuit, H pour hardware, D pour description et L pour language. Donc, l'abréviation Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Donc, le VHDL, c'est un langage utilisé pour décrire le comportement et la structure des dispositifs matériels en électronique numérique comme les ASICs, le CPLD, les FPGA, la logique câblée, etc.
D'autres HDL, c'est-à-dire d'autres langages pour Hardware Description Language, par exemple Verilog, EDL, STRL, Hardware C, etc. Donc, à part VHDL, il y en a d'autres langages de description de matériel. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au VHDL. Donc, quelques avantages du VHDL. C'est un langage complet, couvre les différentes étapes de la conception de systèmes numériques, comme la spécification, modélisation, simulation, synthèse, etc. Donc, toutes les étapes de conception, on peut le trouver dans ce langage. C'est un langage indépendant, aucune indépendance par rapport aux fabricants de PLD, par rapport au système hôte. Donc, c'est indépendamment du fabrication du circuit. On peut l'utiliser pour n'importe quel circuit. Langage moderne, donc syntaxe lisible, construction modulaire, etc. C'est un langage standard, gage de comptabilité, de portabilité, de stabilité et de pérennité. Et aussi, c'est un langage ouvert, évolution contrôlée par les 3E. Donc, c'est un standard, c'est un fameux standard. Donc, fonction, procédure permettent d'étendre ces fonctionnalités. Donc, c'est un langage qui a beaucoup d'avantages et qui est flexible avec l'évolution de matériel. Un peu d'histoire sur VHDL. Donc, VHDL est apparu en 1970 au sein du département de la défense américaine qui a créé ce programme VHSIC, Very High Scale Integrated Circuit. Le langage VHDL est devenu un standard, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans le monde et standardisé à partir de la fameuse I3E depuis 1987, puis révisé en 1993. Donc, on a les différentes euh, versions comme vous le savez, comme le langage, on trouve plusieurs versions. Toujours, il y a optimisation du langage et révision du standard, et changement du standard. Donc, ce sont les différents versions du VHDL à travers l'histoire. Donc, comme tout langage de programmation, on a un syntaxe spécial. Donc, pour le VHDL, bien sûr, on a une structure bien déterminée. Donc, voici une structure générale de description de VHDL. Donc, dans la première partie, on a déclaration des librairies des packages utilisés. Donc, en tête, on trouve les déclarations de librairies, comme par exemple pour le langage C ou le langage Java. Donc, library IEEE use par exemple la librairie suivante, X3E, STD logique 1164. Bien sûr, ça dépend de votre utilisation. Donc, les librairies, on ajoute selon vos besoins. Et après, on trouve la déclaration de l'interface de circuit. Donc, on a pour le VHDL la partie entité et la partie architecture. Donc, la première partie, la déclaration des librairies. Après, la déclaration de l'interface de circuit, les ports, les variables qu'on va utiliser, etc. Et la description structurelle ou fonctionnelle, ou les deux, du circuit. Donc, pratiquement, c'est comme pour le langage C. Donc, on a déclaration de données, après les fonctions qu'on va utiliser. Donc, ici, on a entity et architecture. Donc, entité et architecture. Donc, l'entité où on va déclarer l'interface du circuit et l'architecture, on va décrire structurelle ou fonctionnelle du circuit. Donc, c'est ça la structure générale d'une description du VHDL.
On va voir les bases de ce langage. On va commencer par la partie entité. Donc, l'entité fournit les spécifications de l'interface système et comprend généralement deux éléments. Les connexions du système, c'est-à-dire les entrées, ces entrées-sorties, donc entrée-sortie, et les paramètres du système, par exemple largeur de bus, la fréquence maximale, etc. Et ces paramètres sont optionnels, n'est pas nécessaire. Donc, par exemple, on a un registre 8 bits avec une fréquence maximale 50 MHz. Donc, ici l'horloge. Donc, ce registre, on peut le déclarer par entity with bit is. C'est comme ça, la syntaxe. Donc, entity, on écrit entity, et le nom de circuit. Donc, on a générique, langue, galerie, et la fréquence maximale 50. Donc, on peut ici, on va le traduire ici. Donc, ceci sont nos paramètres qui sont optionnels. Hein. On peut les paramètres. Et les ports. Donc, les ports, on a le port de l'horloge, on a clock de type inbit, in. On va voir les types après. Donc, inbit, on a I et O, donc inbit vector, c'est un type de vecteur, langue 1 down to 0, c'est-à-dire ici, il va prendre des valeurs de 1 jusqu'à 0, et O out, c'est une sortie, out bit vector, langue 1 down to 0. On va voir après ce type de syntaxe. Donc ici, c'est un exemple d'entité de registre 8 bits. Donc on va voir les spécifications des ports. Donc chaque signal physique d'entrée-sortie du système déclaré à l'intérieur de l'instruction port doit avoir trois choses. Un nom unique, un mode et un type. Donc la syntaxe est la suivante. Donc nom du port, donc nom port, deux points, mode et type port. Donc on a trois choses, nom unique, mode et type. Exemple, par exemple, les types du port, par exemple data, non, par exemple du port data, mode in, et type du port bit vector 3 down to 0. Donc, data, c'est le nom du port, in, c'est le mode, et le type de port bit vector. Visit, par exemple, c'est un autre type, c'est un autre nom du port, avec mode in. On va voir tout à l'heure les modes, les différents modes, et le type de port STD logique. On a par exemple aussi carry avec le mode in-out et le type du port STD logique, etc. Donc chaque port a les trois caractéristiques, un nom unique, un mode et un type. Les différents modes qu'on peut trouver, donc les sont in, donc le premier mode c'est in, c'est un signal en entrée, out c'est un signal en sortie, in out c'est un signal bidirectionnel, peut jouer le rôle en entrée ou sortie, et buffer c'est un signal en sortie avec un rebouclage interne. Donc le signal par exemple sortie peut être rebouclé pour des raisons d'amplifier le signal ou d'inverser le signal. Ça dépend du besoin du système. Donc, le buffer, c'est un signal en sortie avec rebouclage interne. Donc, c'est ça les quatre types ou les quatre modes qu'on a pour les ports. Quels sont les différents types logiques? Donc, les principaux types logiques utilisés sont, par exemple, le bit, c'est un signal binaire de valeur 0 ou 1. On peut trouver aussi le STD logique, c'est un type de signal logique qui peut prendre des valeurs comme 0, 1, L et H, X.
pour inconnu, une union utilisée, peut-être pour la haute impédance, etc. Donc, on peut trouver aussi bit vector, on peut trouver plusieurs types logiques. Donc, pour utiliser le type std logique, il faut avoir préalablement déclaré la bibliothèque I3E et son package std logique 1164. Donc, parfois, pour utiliser des types spécialisés, on doit inclure en tête des bibliothèques spécialisées. Donc, c'est ça le but de faire à l'entête les bibliothèques pour qu'on peut utiliser d'autres types logiques, comme std logique. On va passer à la déclaration d'un bus. Donc, pour simplifier la déclaration des entrées-sorties, il est possible de déclarer des bus de données sous la forme bit vector. Donc, c'est un autre type de signal. Donc, bit vector, par exemple, entre parenthèses, n down to m. Dans le cas n n'est pas m, dans ce cas, le n est le MSP. Si vous vous rappelez de ce mot, le most significant bit, et M le LSP, c'est-à-dire le less significant bit. Donc le poids le plus fort et le poids le plus faible. On a notre type bit vector M to N, donc on a down to et M to. Donc dans le cas de N down to, c'est-à-dire N supérieur à N. Et dans le cas M to N, c'est-à-dire M inférieur à M, et dans ce cas, M est le MSP et N le LSP. Exemple. Par exemple, on a bus 1, c'est le mode in, et de type bit vector. Donc, type bit vector 3 down to 0. C'est-à-dire, donc 3 supérieur à 0. Donc, on a le MSB et le N. Donc, le MSB, c'est 3, ici, troisième bit, ou le quatrième bit, parce qu'on a 2, 0, 3. Et ici, c'est le LSP. Donc, on a, dans ce cas, par exemple, 1, 1, 0, 1. Donc, le bus 1 est de valeur 1. Donc, 2 exposant 1, plus 2 exposant, 2 exposant 0, plus 2 exposant 1, plus 2 exposant 3. On aura 13. Et dans ce cas, le bus 1 est de mode in et de type bit vector de 0 à 3. Donc, 0, c'est le MSP. Et le N, c'est-à-dire 3, est le LSP. Donc, ici, on a 2 exposant 0, plus 2 exposant 2, plus 2 exposant 3, on aura 13. C'est ça. Donc, ça dépend du type de vecteur, du type logique de bus. Donc, ici, bit vector, c'est-à-dire un ensemble de bits contigus ou un groupe de valeurs binaires de taille fixe. Donc, c'est un autre type logique qu'on utilise pour déclarer les bus. Donc, on va voir ici un exemple de syntaxe de deux entités différentes. Donc, la première entité qui représente un buffer. Donc, voici le buffer. Donc, entity buffer is port. Donc, ici, la déclaration de début de l'entité avec le nom buffer. Ici, donc, port indique que les ports de l'entité vont être spécifiés ici. Donc, on a G et N sont de mode in, c'est-à-dire entrée, et de type std logique. Donc, définition des deux ports d'entrée G et N. De type std logique, ce sont nos entrées. Et in 1 et in 2 représentent la définition d'un port bidirectionnel qui peut être à la fois une entrée et sortie, donc in-out qui peut être entrée ou sortie, à la fois, ce qui est souvent utilisé pour les bus bidirectionnels. Et bien sûr, un buffer marque la fin de la définition de l'entité. Donc, en résumé, ici l'entité buffer a quatre ports, G et N pour entrée et IN1 et IN2 pour entrée-sortie. Donc,
on a dit l'entité buffer peut être utilisée pour décrire un composant qui agit comme un répétiteur ou amplificateur de signaux entre in1 et in2. Donc, il y en a plusieurs utilisations du type de dispositif buffer. Passons à l'exemple ici de l'entité CTR12. Donc, c'est un compteur, on peut dire que c'est un compteur qui est synchronisé avec l'horloge, donc l'horloge TLK. Donc, on a ici la déclaration de l'entité CTR12 avec ce nom. Port pour indiquer qu'on a les ports de l'entrée qui vont être spécifiés ici. Les ports sont CLK et reset sont des in, c'est-à-dire entrées de type STD logique. Donc c'est le cas pour le signal d'horloge et reset pour la réinitialisation. On a CT pour sortie, donc mode sortie, out, avec un type STD logique 11 down to 0. 11 down to 0. Donc ce port va contenir la valeur actuelle de compteur, qui est un nombre binaire de 12 bits, donc de 11 à 0. Et un pour marquer la fin. Donc cette entité représente un compteur de 12 bits, donc synchronisé par une horloge, donc c'est le cas. Le compteur compte probablement des impulsions d'horloge et le résultat de comptage est disponible sur le port de sortie CT. C'était c'est la sortie. Donc le compteur peut être utilisé ou réinitialisé en utilisant le signal reset. Donc c'est un compteur qu'on peut l'utiliser avec d'autres composants électroniques pour le comptage. Juste ici pour voir comment utiliser la déclaration d'entité en utilisant les types de données et le mode et le nom des ports qu'on doit utiliser pour ces entités. On passe maintenant aux paramètres génériques. Donc, les paramètres génériques sont utilisés pour faire passer des valeurs constantes relatives au système. Ils sont principalement utilisés pour dimensionner un bus, une boucle itérative ou une constante de temps. Voici des exemples où on utilise des paramètres génériques. Donc, ici, on a une entité où on utilise des paramètres génériques. Donc, buffer8, cette entité a des paramètres génériques qui permettent de spécifier certaines valeurs lors de l'instanciation de l'entité. Donc, entity buffer8 is générique, donc déclaration du début de l'entité avec le nom buffer8. Générique où on a long integer equal 8, c'est-à-dire cette section définit un paramètre générique appelé long, donc de type integer, donc de type entier. La valeur par défaut de ce paramètre générique est 8. Port pour, comme tout à l'heure on a vu, pour indiquer les ports de l'entité qui vont être spécifiés ici. Donc on a GEN comme entrée de type STD logique, I1, IN1, IN2 sont des entrées-sorties de type STD logique, et donc on a la fin du buffer8. Donc, pour résumer, l'utilisation des paramètres génériques permet de personnaliser la longueur des ports, donc les ports bidirectionnels lors de l'instanciation de l'unité, ce qui rend cette entité flexible et réutilisable pour différentes longueurs de bus. Donc ici on a 8 et dans ce cas on a 16, donc c'est la même chose, juste on a ici un buffer de 16 bits, de longueur 16. Donc c'est ça l'utilisation ce qu'on appelle les paramètres génériques.
Donc, voici notre exemple d'entité nommée CPT qui utilise un paramètre générique pour déterminer le nombre de répétitions. Donc, on a dit que le nom de cette entité s'appelle CPT, donc est générique. Donc, générique ici pour déclarer le paramètre générique appelé compteur. Donc, de type integer. Cette section définit un paramètre générique appelé compteur de type integer. La valeur par défaut de ce paramètre est 4. En NCPT, donc la fin de la définition de l'entité. Et for k in one to counter loop, donc cela indique le début d'une boucle for qui va répéter un certain nombre de fois déterminé par la valeur du paramètre générique compteur. Donc ça dépend ici, donc on a déclaré 4, donc la répétition, 4, la valeur par défaut du paramètre est 4. Donc, ça signifie que la boucle sera exécutée 4 fois. Si aucune valeur n'est spécifiée lors de l'installation de l'entité, donc on n'a pas de nombre défini de répétition. Donc ici, c'est un exemple de paramètre générique de répétition. Donc loop, on appelle aussi, on a dans certains langages, d'autres langages, on a ce genre de répétition. C'est un concept fameux dans les langages de programmation pour des exécutions répétitives. On a fini par la partie entité. On va voir maintenant la partie architecture, donc du description du modèle du VHDL. On a vu tout d'abord la déclaration des librairies. Après l'entité, on va voir maintenant la partie architecture. Donc, l'architecture permet de décrire le fonctionnement interne du système, délimité par l'entité. Donc, il existe 3 types de description. Description par flot de données ou fonctionnelle, on appelle. On exprime les fonctions de sortie par des équations booléennes. On peut décrire aussi de façon comportementale ou procédurale, où l'architecture est décrite avec des instructions séquentielles traduisant un algorithme. Et troisième type de description, d'une façon structurelle, c'est-à-dire l'architecture est le résultat de l'association des structures elles-mêmes décrites sous la forme comportementale ou fonctionnelle. Voici un exemple de multiplexeur 4 vers 1. On va voir la déclaration d'entité et de l'architecture. Donc on commence par déclaration d'entité. Donc toujours on a partie entité et partie architecture. Donc la partie entité, donc c'est un multiplexeur avec 4 entrées données et 2 entrées sélection, ou deux sélection. Donc on a entity max for one export, donc ici la déclaration du début de l'entité, donc avec le nom mux max for one, porte pour indiquer les entrées, les ports d'entrée, donc on a entrée std logique, donc vecteur ici. Et on a avec donc 4 bits de 3 à 0 ou de 0 à 3. Et on a celle pour la sélection. C'est une entrée std logique, donc 1 down to 0. Donc définition d'un port d'entrée, celle de type std logique vector avec 2 bits, donc 1 à 0. Ce port est utilisé pour sélectionner l'une des 4 entrées. Donc ça dépend de sélection. On va choisir l'entrée qui va être envoyée à la sortie. Donc on a S out std logique. Donc
Définition du port de sortie S de type std. Ce port va contenir la valeur de la sortie de multiplexeur. C'est ça la déclaration de l'entité de ce multiplexeur. On va voir dans le diapositive suivant l'architecture, c'est-à-dire le fonctionnement de ce multiplexeur. Donc voici l'architecture ou la fonctionnalité ou l'implémentation de la fonctionnalité de ce multiplexeur qu'on a déjà déclaré l'entité. Ici, bien sûr, d'après l'équation booléenne de la sortie S, on déduit de la table de vérité de tout à l'heure, on a la fonctionnalité. Donc, comment on va déclarer? Donc, on a l'entête architecture et le nom plot max for one of max for one déjà de l'entité déjà déclarée is begin. Donc, c'est ça le syntaxe qu'on l'écrit comme ça, texto. Donc, déclaration de début de l'architecture. Begin, donc le début de la section. Et ici, S implique notre sélection 0, 1, notre sélection 1. Ceci est traduit. On dirait c'est la table de vérité traduite par notre sélection 0, 1, notre sélection 1, U0, or, ou, donc, ou, and, Donc, c'est ça la fonction, ou l'équation logique traduite par la table de vérité. Cette partie on décrit la logique de sélection du multiplexeur et l'affectation de la valeur sélectionnée à la sortie. Donc la sortie ici est affectée par l'une de ces sélections. Et enfin la fin de notre architecture ou la fin de l'architecture flotte max for one. Cette architecture met en œuvre la fonctionnalité d'un multiplexeur 4 vers 1 à l'aide des signaux d'entrée E et celle. En fonction de la valeur de celle, c'est-à-dire de sélection, l'une des 4 entrées est sélectionnée et renvoyée en sortie S. La logique est implémentée en utilisant des opérations logiques et d'affectation. Donc des opérations logiques et d'affectation. Donc ceci c'est le signe d'affectation. La logique est implémentée en utilisant des opérations logiques et affectation pour obtenir la sortie souhaitée en fonction des signaux de sélection. Donc voici, jusqu'à maintenant, on a vu toutes les parties d'un programme VHDL. La première partie, donc la déclaration de librairie, après l'entité et enfin l'architecture. Donc l'architecture est la partie fondamentale où on va implémenter la fonctionnalité réelle du circuit. On passe maintenant aux opérateurs logiques. Ils sont du nombre 7. Donc on a AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR et NOT. Donc les opérandes sont booléens, bit ou bit vector, std logique ou std logique vector. Ils ont tous la même priorité. Utilisation de parenthèses est nécessaire dès qu'il y a l'incertitude d'interprétation. Donc, comme par exemple, on a ces portes logiques avec 4 entrées A, B, C, D et une sortie S. Donc, S, affectation A and B, or C and D. Donc, on a deux portes AND et une porte OU. Et S est affecté, donc affectation, ceci c'est le symbole de l'affectation. On va voir la fonction d'affectation, donc qui est le symbole ici. Donc lorsqu'il y a plusieurs instructions d'affectation, elles sont exécutées en parallèle. On parle alors d'instructions concurrentes. La forme sélective de la fonction d'affectation utilise l'instruction with select. Donc on va voir un exemple. Donc l'exemple de tout à l'heure,
de multiplexeur. Architecture select multiplexeur max for one, donc c'est le nom de notre architecture. Of max for one, on a déjà déclaré l'entité. Is begin, donc le début de notre section d'implémentation. Maintenant, on va utiliser with cell select. Donc cell, c'est le nom de variable d'entrée qu'on a déjà déclaré dans l'entité. Donc with cell select, donc cette ligne indique que le choix sera basé sur la valeur de cell. Donc le choix de l'affectation, ça dépend de la valeur de cell. Donc S, donc ici, donc cette partie va nous décrire la logique de sélection basée sur la valeur de cell et l'affectation correspondante à la sortie. Donc, lorsqu'on a cell 0, 0, la sortie est affectée, donc la sortie S est, on l'affecte 0. Quand on a select ou cell 0, 1, on affecte SE1. Et quand on a un 0 pour la valeur cell, on aura SPE2 et other, c'est-à-dire autre que ces trois valeurs, on va l'affecter E3. Et enfin, end select max for one indique la fin de l'architecture select max ou select max for one. Donc, voici la fonctionnalité d'un multiplexeur pour multiplexeur 4 vers 1 en utilisant l'approche de sélection choix. Donc ici, on a la sélection du choix. En fonction de la valeur de cell, la sortie S est directement affectée à l'une des entrées E. Donc, ça dépend de la valeur de cell. On va affecter la valeur E à la sortie. Cette approche offre une manière concise et lisible de spécifier la logique de sélection pour le multiplexeur. On va voir maintenant la forme conditionnée de la fonction d'affectation. Donc, dans cette forme, on utilise when else. Donc, voici un exemple de même un exemple de multiplexeur. On va le nommer maintenant CDT mux for one. Donc, of mux for one qu'on a déjà déclaré tout à l'heure. Donc ici, begin comme pour le début de la section d'implémentation. Et voici ici la partie où on va utiliser when else, donc la condition. Donc cette ligne utilise des expressions conditionnelles pour sélectionner et affecter la valeur la sortie S en fonction de la valeur select. Donc si select est 0, donc when cell égale 0, 0, c'est-à-dire si la valeur select ou cell est 0, 0, donc on affecte S, la sortie S E0. Ainsi de suite, sinon, si, c'est-à-dire celle est 0, 1, on affecte AS 1, etc. Donc, jusqu'à la fin de l'architecture du multiplexeur CDT mux for one. Donc, ce multiplexeur met en œuvre la fonctionnalité d'un multiplexeur 4 vers 1 à l'aide d'expressions conditionnelles. En ce cas, la valeur cell est utilisée pour déterminer quelle entrée E doit être sélectionnée et affectée à la sortie S. Donc cette approche offre une manière lisible pour de spécifier la logique de sélection pour le multiplexeur. Passons maintenant aux opérateurs relationnels. Donc ils permettent de comparer deux opérandes de même type. Le résultat est un booléen. Donc ils sont au nombre de 6. On a égal pour vérifier si les deux opérandes sont égaux. On a différent pour vérifier si les deux opérandes sont différents. On a inférieur, strictement, c'est vérifier si le premier opérand est strictement inférieur au deuxième.
On a inférieur ou égal, vérifie si le premier opérand est inférieur ou égal au deuxième. On a supérieur, pour vérifier si le premier opérand est strictement supérieur au deuxième. Et on a supérieur ou égal, vérifier si le premier opérand est supérieur ou égal au deuxième. Donc, exemple, ils peuvent être combinés aux opérateurs logiques sans violation de typage, comme par exemple ici. On a si la condition A supérieure à 10 and A inférieur à 15, donc à la fois, c'est-à-dire si A est strict et à la fois strictement supérieur à 10 et strictement inférieur à 15, alors la valeur de x sera égale à 1. Donc, c'est un petit peu le résultat tibouléen. Donc, on affecte à x la valeur 1. Donc, sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas satisfaite, c'est-à-dire c'est-à-dire ou bien A est inférieur ou égal à 10, ou bien A supérieur ou égal à 15, on aura le résultat 0. Donc, cela montre comment les opérateurs de comparaison peuvent être combinés aux opérateurs logiques. Ici, l'opérateur AND pour évaluer les conditions plus complexes et affecter des valeurs en conséquence. Donc, en résumé, les opérateurs de comparaison VHDL permettent de comparer les valeurs et de prendre des décisions basées sur des comparaisons. Ils sont essentiels pour créer une logique conditionnelle dans la conception des circuits numériques. On passe maintenant à la description de type comportemental. Donc, l'algorithme de fonctionnement du multiplexeur est décrit à l'aide de l'instruction séquentielle if, then, else if, else and if. Donc, voici une implémentation du multiplexeur où on va utiliser l'approche de processus. Donc, pour mettre en œuvre la logique de sélection et d'affectation. Donc, architecture comporte un mux 41 pour l'entité mux 41, donc qu'on a déjà déclaré. Donc, le nom de notre architecture comporte un mux 41. Is the begin, donc the begin pour le début de la section d'implémentation. Après, on a process cell, donc début de la déclaration d'un processus, indiquant que ce processus réagit au changement sur le signal cell. Begin, un autre begin pour le processus maintenant. Donc, le premier begin pour l'architecture et le deuxième begin pour le process. Donc, if select 0 est égal à 0 et select 1 est égal à 0, then la sortie, on l'affecte E0. Donc, si les bits de sélection sont tous à 0, alors la sortie est affectée à la valeur E0. Else if, donc sinon si, c'est-à-dire on a sinon de toute cette condition et on a une autre condition, alors la sélection sera E1. Else if, donc sinon si, les valeurs de sélection 0, 1. Donc ainsi de suite. Donc on va écrire toutes les conditions qu'on a. Et enfin, on termine avec and if pour mettre fin à la condition, à la structure conditionnelle plutôt, et and process pour la fin du processus, et and comporte un mux 41 pour marquer la fin de l'architecture, comporte mux 41. Donc en résumé, cette architecture met en œuvre la fonctionnalité d'un multiplexeur en utilisant un processus pour réagir au changement du signal de sélection S, de sélection cell. En fonction de la valeur des bits de sélection, le processus affecte la valeur appropriée à la sortie. Donc cette approche utilise une structure conditionnelle pour déterminer la valeur de sortie en fonction des valeurs de sélection. Donc on a vu ce multiplexeur avec les différents
différentes structures qu'on peut utiliser. Donc, voilà, juste ici, on a utilisé une procédure de process. On va voir un autre type de structure de contrôle, ce qu'on appelle l'instruction case. Donc, l'instruction case est particulièrement adaptée à la transcription d'une table de vérité. Voici un exemple où on utilise cette structure. Donc, le même exemple de multiplexeur 4 vers 1. Donc, on va l'appeler architecture comport 2 MUX 41, entre MUX 41 qu'on a déjà déclaré l'entité. Donc, comme d'habitude, on a begin, on a process cell, on a un autre begin pour le process, mais on va changer maintenant la structure de contrôle où on va utiliser case cell is. Donc, case cell is when 0, 0, c'est-à-dire quand la valeur cell est égale à 0, 0, on va affecter à la sortie S l'entrée E0. Et when la valeur cell est égale à 0,1, on va affecter à la sortie S E1. Et ainsi de suite, tous les cas possibles. On va faire AND case, donc case cell is, et on va faire AND case, après AND process, et enfin AND le nom de l'architecture. Donc, cette architecture met en œuvre la fonctionnalité d'un multiplexeur 81 utilisant la structure de données ou la structure de contrôle case pour déterminer la logique de sélection et d'affectation en fonction de la valeur cell. La sortie S est affectée l'une des entrées E. Cette approche offre une manière structurée et lisible de spécifier la logique de sélection pour le multiplexeur. Donc, on a vu déjà plusieurs structures de contrôle et à vous de choisir lequel qui vous convient. On va parler maintenant de l'instruction process. Donc, un process est une partie de la description d'un circuit dans laquelle les instructions sont exécutées séquentiellement. Donc, séquentiellement, c'est-à-dire les unes après les autres, donc d'une manière séquentielle. Cela signifie que chaque instruction est traitée dans l'ordre où elle apparaît dans le processus. Donc, cette séquence d'instructions permet de décrire la logique de circuit d'une manière structurée. L'exécution d'un process a lieu à chaque changement d'état du signal de la liste de sensibilité. Donc, un process réagit au changement d'état des signaux de sa liste de sensibilité. La liste de sensibilité est généralement spécifiée dans la clause sensitivity list du process. Les signaux énumérés dans cette liste indiquent au process qu'il doit être exécuté chaque fois que l'un de ces signaux change d'état. Donc, c'est ça, changement d'état d'un signal. Et enfin, le changement d'état des signaux par les instructions de process sont prises en compte à la fin du process. Donc, c'est-à-dire les changements d'état des signaux causés par les instructions à l'intérieur du process ne sont pas immédiatement pris en compte. Au lieu de cela, les changements d'état sont accumulés et mis à jour à la fin du process. Cela garantit que toutes les instructions à l'intérieur du process ont été exécutées avant que les nouveaux états du signaux soient propagés à d'autres parties du circuit. Donc, pour résumer, les process sont l'un des principaux éléments de la description comportementale en VHDL. Ils permettent de spécifier la logique et le comportement du circuit en réagissant au changement des signaux. Donc, l'utilisation de process permet d'exprimer de manière structurée les interactions séquentielles dans un circuit numérique et de modéliser son comportement dans le temps. Voici donc un exemple de process, donc d'une bascule D.
On a un bascule D, on a une horloge, une entrée donnée D, et une sortie Q. L'horloge en montant. D 0 ou 1 et la sortie Q 0. Ici, on a les librairies, on a la déclaration d'identité de bascule D. Les entrées qu'on a D et H, in, std logique. Et puis c'est out parce que c'est sorti donc de type D logique. Un des bascule D, c'est la déclaration d'identité bascule D. Et après on va déclarer ou décrire l'architecture comportementale de la bascule D. Donc en architecture, on va l'appeler arc D of bascule D qu'on a déjà déclaré l'entité is begin. On va déclarer un process ici. On va l'appeler hash, process hash, begin. C'est pas un process hash, c'est un process où la variable, on a la variable hash. Begin de ce process. Et on va voir la structure de contrôle. If hash event and hash égale 1, comme ici. Then Q, on va l'affecter D. Donc Q affecte D, donc comme ici. Q égale 0, c'est la valeur de D. And if et and process et and architecture. Donc exécution du process ici, si hash change d'état. Les instructions s'exécutent séquentiellement parce qu'on est dans un process et les signaux changent d'état qu'à la fin du process. Donc, voici un exemple d'utilisation du process pour une bascule D. On va voir la description de type structurel. Donc, on va décomposer. On a vu déjà la structure de type comportemental. On va voir maintenant description de type structurel. On décompose de manière hiérarchisée l'architecture de composants en une interconnexion de composants inter. L'architecture ici, struct, architecture of form, is. Cette architecture fournit ou met en œuvre la composition de deux composants F1 et F2. Donc, F1 et F2. Donc, on a deux composants pour créer un circuit plus complexe. Donc, un circuit plus complexe composé de deux composants, F1 et F2. On a l'architecture struct of func is component F1 et on a component F2. Donc, on a deux components. Component F1 port A, B, in bit. Donc, on a deux entrées. Deux ports de composants F1, A et B, et une sortie 0,1. Donc 0,1 is out bit. La sortie c'est 0,1. Le deuxième component, on a port CD, in bit, et 0,2 et out bit. Donc la sortie c'est 0,2 avec deux entrées C et D. Et un de component. Donc on a un component pour le component F1 et un component pour le component F2. On a ici aussi signal S1, donc signal S1 de type bit, déclaration d'un signal intermédiaire nommé S1. Ce signal sera utilisé pour connecter les sorties et les entrées des composants. Et après begin, début de la section d'implémentation, on a éthique 1, F1 port map 0 et 1 S1, c'est-à-dire utilisation du premier composant F1 en utilisant la clause port map. Les signaux E0 et E1 sont connectés aux entrées A et B de F1, respectivement, et la sortie 0,1 de F1 est connectée au signal interne. Voici éthique 2. Éthique 2, F2, port map S1, E2S, l'utilisation du deuxième composant F2. Donc, on utilise le deuxième composant.
en utilisant la clause portMap. Donc le signal S1, donc on a le signal S1, qui est la sortie de F1. Donc le signal S1 ici, on a deux composants, donc on doit faire attention. S1 du signal de la sortie F1 est connecté à l'entrée C de F2. Et le signal E2 est connecté à l'entrée D de F2. Et la sortie 02 de F2 est connectée à la sortie S de l'archive. Donc, et un struct, donc, c'est-à-dire les marques de la fin de l'architecture struct. Donc, en résumé, l'architecture struct assemble les composants F1 et F2 pour créer un circuit plus complexe. Les signaux intermédiaires, sont utilisés pour connecter les sorties et les entrées des composants. Cela permet de créer des conceptions modulaires et réutilisables en utilisant des composants bien définis. Merci bien pour votre attention et on va terminer ce chapitre la prochaine fois. Donc, c'est un chapitre un peu long, donc on va le terminer la prochaine fois. Merci.